Alors, peut-être une dernière petite question un petit peu plus large. Donc, est-ce que vous avez peut-être un mot à ajouter sur cette visite Oui, dans un sens général? moi, je trouve qu'elle est particulièrement bien, Ligotée. elle est bien fagotée. Ouais, ligotée ou fagotée, j'aime bien ce terme parce que, encore une fois, elle est ciselée dans cette dimension de mettre en avant des hommes et des pays qui ont incarné cette dimension, le NEPAD, l'Union africaine, la zone de libre-échange du continent africain, donc Sénégal, Rwanda, la préparation du FOCAC avec l'Afrique du Sud, BRICS, mais encore une fois, élargissant la simple visite africaine, et puis avec ce corollaire, l'insularité, la dimension environnementale, cette dimension de la maritimisation de la politique étrangère de la Chine qui passe par ces routes donc transocéaniques, Oui. au sens propre du terme, comme elle passe par des logiques transcontinentales en traversant à peu près 70 pays et faisant évidemment de l'Afrique le point central, le continent que l'on traverse. Ce n'est pas une finalité, mais évidemment, c'est en investissement sur le continent africain que l'on construit des nouvelles routes de la soie. Je crois que c'est assez intéressant d'analyser la manière dont le président Jinping parle des routes de la soie. Il en appelle souvent à l'histoire ou à la proximité géographique, à la profondeur géographique, quand il s'agit de défendre, pour ne pas dire de vendre, son projet des routes de la soie. En novembre 2013, quand il en énonce le projet au Kazakhstan, pays principal ou premier pays impacté, en tout cas en termes de routes terrestres, et puis la manière dont il en parle quand il s'agit de défendre l'idée que de Djibouti à Tanger, on est dans des nouvelles routes de la soie qui, historiquement, sont quand même assez loin des traditions du commerce entre l'Europe et l'Asie orientale. Mais ça s'inscrit dans cette nouvelle projection d'investissement dans des secteurs qui sont des nouveaux vecteurs de cette 4e mondialisation. La Chine dit souvent, et elle a raison de le dire, que nous sommes dans une 4e mondialisation et que cette 4e mondialisation a des configurations géographiques qui ne sont plus du tout celles que nous avons vécues dans la 1e, 2e ou 3e, qui étaient davantage situées le long de l'océan Atlantique, au niveau de l'Europe ou de sa relation avec l'Amérique du Nord. Tout ça est en train de changer et ce paradigme stratégique correspond bien à cette vision méridionale qu'incarne bien ce voyage. Symboliquement, on part du nord et on va vers le sud. Et on fait cette tournée. Et on fait cette boucle aussi. On fait cette boucle en mettant en avant que dans cette boucle, on est parfaitement dans la coopération sud-sud. Tout à fait. Plus le transatlantique nord, le transatlantique sud, avec le BRICS, Brésil, Afrique du Sud. Et puis on remonte pour dire que les routes de la soie, c'est pas seulement de manière horizontale, de Beijing jusqu'à Londres, mais que c'est aussi du Cap vers la Russie. Et de ce point de vue-là, d'une manière peut-être un peu surestimée, il y a la volonté aussi de s'inscrire dans une concurrence où l'on voit bien que d'autres pays, l'Inde, elle perçoit sa dimension eurasienne à travers son océan, qui porte son nom. Et donc, son propre projet de route de la soie, c'est son entourage. Et donc, c'est tout l'océan Indien qui l'amène vers l'Australie, vers le Madagascar et vers la Mozambique. Et même nous, Français, qui avons développé un nouvel axe stratégique, Indo-Pacifique, qui fait qu'on voit une cohérence à investir dans les pays d'Asie centrale, à réinvestir en Inde en matière de coopération militaire, en matière de coopération notamment dans le civil nucléaire, et à dire que cette oblique qui va jusqu'à l'Australie, où nous allons livrer 12 sous-marins nucléaires pour un chiffre tout à fait conséquent de 6 à 7 milliards d'euros de marché. Et puis, bien évidemment, en tenant compte que c'est dans cette zone que se situent les intérêts stratégiques français, avec l'île de la Nouvelle-Calédonie et une bonne partie de ce qu'on appelle l'AL indien, le commandement militaire de l'océan Indien, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne se situe pas dans l'océan Indien, mais à Abu Dhabi. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi cette cohérence à penser la réflexion Golfe-Afrique aussi en corrélation.
Après, on peut y voir aussi une autre stratégie, parce que c'est aussi quand même une route, là, de ce dont vous parliez, des projets de la France avec l'Inde, et ensuite qui vont jusqu'en Océanie. C'est quand même aussi un encerclement de la Chine, non? Je ne dirais pas tout à fait comme ça, même si la Chine peut avoir l'impression que c'est fait à dessein. Mais c'est une volonté peut-être à discuter, parce que le projet français vise à être complémentaire des routes de la soie. D'ailleurs, ça a toujours été précisé comme tel, que nous inscrivons, en tout cas c'est ce qu'a dit, me semble-t-il, Édouard Philippe et Li Keqiang quand ils se sont rencontrés il y a peu de temps à Beijing, c'est ce qu'avait dit du reste Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, à développer dans cette zone, principalement d'ailleurs au Cambodge, où je me rends dans quelques jours, ou dans d'autres pays, la Namibie aujourd'hui, peut-être demain Madagascar, dans cette logique de complémentarité. Vraiment gagnant-gagnant. Oui. L'investissement en marché tiers, dans cette triangulation. Et je crois que ce qu'après le président Xi Jinping sur le continent africain, c'est de mettre en avant cette triangulation entre le Sénégal et la Chine. Il peut y avoir un troisième acteur. C'est d'ailleurs assez intéressant que les investissements en marché tiers devaient être annoncés à Dakar. Ils ne l'ont pas été pour des raisons d'ordre politique, mais c'est symbolique. Et ça aussi, c'est important. Le président Xi Jinping s'est rendu dans des pays anglophones et francophones, dans des pays qui sont touchés par une question pour laquelle l'insécurité impacte sur le développement économique, même si c'est marginal. Le Sénégal, en Afrique centrale, avec tous les problèmes liés à l'incapacité des Nations Unies à assumer la sécurité. Ouais. Ça aussi, c'est un élément important. Le président, j'aurais dû vous le préciser, un des éléments qu'ont discuté les présidents Kagame et le président Xi Jinping, c'est l'investissement croissant, en tout cas, qui va croître, qui ira crescendo, de l'implication militaire de la Chine sur le continent africain. Actuellement, la Chine arme, entre guillemets, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de le décrire comme tel, mais il y a actuellement 2500 sur les 100 000 casques bleus, il y a 2500 casques bleus chinois. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Sauf que ces 2500 casques bleus chinois sont massivement présents sur le continent africain dans les opérations de maintien de la paix, 900 au Sud-Soudan, 400 au sein des MINUSMA au Mali, et puis la Chine reste le deuxième pays contributeur financièrement pour les opérations de maintien de la paix, juste après les États-Unis, qui sont en train de tourner le dos à cette mission historique, et donc cela se fait au profit et donc va favoriser la Chine, qui est le deuxième, avant le Japon, en termes de contributeurs, à peu près 10% du financement des opérations de maintien de la paix. Donc ça aussi, c'est un élément important sur lequel le président va, semble-t-il, sans doute axer sa manière d'être mieux perçu par les États africains avec lesquels cette coopération se fait. Et encore une fois, il n'y a pas de tabou sur cette question. La quasi-totalité des pays et donc des industries de défense regardent aussi le continent africain comme un continent sur lequel, malheureusement, il y aura à s'investir dans les prochaines années. Sur les 53 opérations de maintien de la paix que les Nations Unies financent encore, 26 sont sur le continent africain. Donc, pour finir, vous pensez donc l'Afrique ne sera certainement pas, ne prendra peut-être pas de suite la suite justement de la Chine. La Chine a encore énormément à jouer dans ce 21e siècle. Et est-ce que peut-être on pourrait penser que est-ce que l'Afrique sera réellement, quand je parle d'Afrique, je parle d'Afrique dans sa diversité, je parle des pays africains en général, est-ce qu'elle sera réellement africaine quand ce sera à son tour vraiment sur la scène internationale, ou est-ce qu'il y aura peut-être beaucoup de Chinois sur le continent africain ? Déjà, les chiffres sont là pour peut-être invalider ce que vous dites, ou du moins le modérer. À l'horizon de la... Je ne suis pas spécialiste du non, mais j'ai utilisé malheureusement le mauvais mot, le mot inapproprié. Déjà, la population africaine sera africaine. Oui. Qu'elle soit africaine avec une présence chinoise de plus en plus forte, oui, c'est d'évidence. La population africaine à la fin du siècle, en 2100, c'est 4 milliards d'habitants, sur une population qui sera facilement de 10 milliards d'habitants. Il y aura d'ailleurs une croissance démographique beaucoup plus forte sur le continent africain que sur le continent chinois. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, bien évidemment, le continent africain va attirer de plus en plus des Chinois
comme des Européens. Oui, exactement. La population à la fin du siècle de l'Europe ne sera que de 650 millions d'habitants. Elle est de 500 millions maintenant. Il n'y aura que 150, entre guillemets, que 150 millions d'Européens de plus d'ici 70 ans, 80 ans. Donc on voit bien que forcément il va falloir trouver des espaces de vie. 65% des terres arables non cultivées dans le monde se situent en Afrique. Donc l'Afrique est littéralement le grenier à blé du monde. Donc forcément cela va impacter les flux et les transits. C'est pour ça que la manière dont on perçoit la crise migratoire est déjà une crise migratoire du passé. D'ailleurs, si l'on compare les flux migratoires transméditerranéens ô combien dramatiques, puisqu'on continue à mourir en traversant la Méditerranée, 3000 l'année dernière, 1000 déjà à l'aune du premier semestre 2018, la moitié, on a diminué de moitié, de 51% précisément, selon les chiffres de l'Organisation mondiale des migrations, on a diminué de plus de moitié ce flux de migrants. Actuellement, les migrations sont davantage intra-africaines. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, la Chine regardera avec beaucoup d'intérêt cette capacité d'investissement non seulement économique, mais aussi au niveau humain et aussi en termes d'installation ou de changement de manière de concevoir le continent africain, comme vous le disiez justement dans votre propos liminaire, qui a pu paraître utilitariste, mais après tout, comment peut-on juger de la manière dont la Chine se projette sur le continent africain, alors même que nous devons faire face aux mêmes griefs, pire, nous devons faire face à une superposition de griefs colonial et post-colonial. Donc de ce point de vue-là, on en est rentré en concurrence, à charge pour nous d'assumer la concurrence ou d'être dans une logique de complémentarité. Oui, plus que nous n'avons pas la capacité financière de la Chine, nous n'avons pas la capacité peut-être à l'avenir d'être aussi présents militairement que nous ne l'avons été sur le continent africain. Et de ce point de vue-là, peut-être que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, cette réalité sera aussi une réalité qui aboutira à davantage de coopération et moins de concurrence, moins de confrontation. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien et puis à bientôt peut-être pour un prochain voyage. J'espère. Merci beaucoup. À bientôt.